je travaille sur l'histoire de l'Asie centrale depuis mes premières recherches en master, en maîtrise. Donc, c'était en 1979. J'ai fait un voyage de Leningrad à Tachkent en train et j'allais à la découverte. Normalement, je travaillais sur l'adaptation de l'islam au communisme. C'était mon sujet. Mais comme j'avais une bourse du ministère des Affaires étrangères français, quand je suis arrivée à l'université à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, on m'a dit vous n'êtes pas musulmane, vous n'allez pas prendre ce sujet, prenez donc la libération, le mouvement de libération de la femme, le Hujum. C'est comme ça qu'avec ce sujet couverture, j'ai pu aller poser des tas de questions à des tas de gens sans trop inquiéter, alors que si j'avais eu un sujet sur pourtant, à l'époque, ce n'était pas encore du tout stressant comme ça l'est devenu, mais quand même, ça m'aurait causé sans doute quelques problèmes. Autrement dit, à partir de 1979, j'observe l'évolution, l'adaptation, la désadaptation, les transformations, la renaissance, etc. de l'islam en Asie centrale. Mais ce n'est pas mon seul sujet. À partir de 1982, je suis rentrée à l'INALCO comme chargée de cours, avec des cours sur l'Asie centrale. 10 ans après, je suis devenue maître de conférence et 10 ans après, je suis devenue professeure. J'occupe aujourd'hui la chaire d'histoire et de civilisation de l'Asie centrale à l'INALCO. Voilà. Donc, et entre-temps, j'ai été 4 ans directrice de l'Institut d'études de l'Asie centrale à Bichkek entre 2016 et 2020. Donc, ça m'a fait disons, un séjour il n'y a pas longtemps, en plein Covid, qui s'est terminé par le Covid. Enfin bon. Voilà, donc, et mon souci est de toujours rester en prise avec le terrain, donc je suis chaque année sur place, et voilà, le plus possible. J'ai formé beaucoup d'étudiants, j'en suis à la 4e génération de doctorants qui commencent. Et les premières générations sont devenues mes collègues, des personnes les plus éminentes en histoire de l'Asie centrale, sociologie, etc., qui sont aux États-Unis ou ailleurs, ont été mes étudiants. Donc voilà, j'ai formé plusieurs générations. Donc mon prédécesseur à l'INALCO, c'est un diplomate hongrois d'origine, Charles de Húsválvy de Mezőkövesd, qui est parti avec sa femme Marie à la fin du 19e siècle en Asie centrale. Et quand il est revenu, il a occupé la chaire de professeur à l'INALCO, ça s'appelait l'École des langues vivantes, Histoire et géographie de l'Asie centrale. Et après lui, pendant 100 ans, il n'y a eu personne. Et voilà, je suis revenue en espérant qu'après mon départ à la retraite, on ne va pas attendre 100 ans pour nommer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, en quelques mots, alors à part l'islam, comme j'ai encadré beaucoup d'étudiants, donc je me suis intéressée par la force des choses à beaucoup de choses. J'ai comme sujet, hobby particulier, un terrain très, très, très particulier qui est sur les Juifs de Boukhara, c'est-à-dire une toute petite communauté qui vivait à Boukhara depuis très, très longtemps. Et donc, je me suis occupée pendant 30 ans. Donc, j'ai fait un terrain de 30 années que j'ai clôturé il n'y a pas longtemps parce qu'il n'en reste quasiment plus. Ils sont tous partis. Donc, j'ai considéré que le terrain était maintenant en Israël, dans le Bronx, etc., à New York et ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est 2 choses. Et puis, à part ça, j'ai différents sujets qui m'intéressent dans la région. L'histoire des villes, l'histoire des espaces, l'anthropologie de l'espace, voilà, les problèmes de risque multiples. Enfin bon, j'ai toutes sortes de sujets qui me passionnent. Et donc, ça dépend des moments et des opportunités. Voilà. J'ai travaillé sur le Covid pas mal parce que ça m'a vraiment fortement interpellée puisque j'étais sur place. Et puis maintenant, je suis juste en train de regarder ce qui se passe comme conséquence de la guerre russe en Ukraine. Donc, vous voyez, je suis constamment au courant de ce qui se passe, a priori, et quand il se passe quelque chose, je dois quand même être assez au courant parce que j'ai quand même beaucoup de coups de téléphone des médias français pour me demander ce qui se passe. Donc, j'ai intérêt à être un peu au parfum. Voilà, donc je crois que j'ai résumé en quelques minutes mon parcours. Voilà. Alors, pour travailler sur ces terrains, depuis le lycée, j'ai fait du russe,
que j'ai continué à faire à l'université jusqu'à la maîtrise, jusqu'à la licence de langue et littérature. Après, ça ne suffisait pas, bien sûr, et donc j'ai appris, donc j'ai fait un diplôme de persan à l'INALCO. Et d'ailleurs, avant ça, j'ai fait un diplôme d'arabe littéral en 3 ans, diplôme de persan en 3 ans. Le persan, c'était pour le tadjik, sauf qu'au Tadjikistan, à l'époque, on me disait bah, « dis-le en russe, ça ira plus vite, le temps que je fasse mes phrases », donc c'était un peu compliqué. Et puis, au moment de partir en stage en Iran, bah, c'était la révolution iranienne. Et du coup, on m'a envoyé en Turquie, à la place, à l'Institut d'études anatoliennes en Turquie. Et du coup, bah, j'ai appris un peu le turc, donc le turc suffisamment pour me débrouiller comme ça à l'oral. Du coup, j'ai fait de l'ouzbek, à l'université aussi en plus. Et donc, j'essaye de me débrouiller dans les langues locales pour ne pas passer simplement qu'avec le russe. Mais il faut quand même savoir que quand on fait de l'histoire, les connexions entre l'Asie centrale et l'espace qui est au nord, c'est-à-dire la Grande Russie, des plaines et des marécages et des forêts, eh bien, elle a accumulé pendant des siècles et des siècles tout un savoir sur les régions connexes. Et tout ça, c'est dans les gisements de sources en russe. Et donc, la langue russe est une langue absolument indispensable si on veut travailler sur l'histoire de l'Asie centrale, même sur les périodes anciennes. Voilà. Donc, j'assume ma connaissance excellente du russe. Je dis ça parce qu'en ce moment, il y a toute une discussion de la part de certains collègues qui ne sont que russisants et qui se sentent en posture de néocolonialiste, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout mon cas. Je ne souffre absolument pas de ce syndrome, car je n'ai jamais considéré que l'Asie centrale était une périphérie de la Russie. J'ai toujours considéré que l'Asie centrale était le centre de l'Eurasie et qu'elle avait des voisins autour, selon les moments de l'histoire qui comptent ou pas. Voilà. Donc, je suis tranquille avec mes langues de travail. Mais ma langue de travail la plus utilisée, c'est le russe. La Russie est une puissance orientaliste, en fait. La Russie, pour devenir ce qu'elle est devenue, un empire, elle a dû se débarrasser tout d'abord des États qu'on appelle tatars, des Khanats tatars de Sibir, Kazan, Astrakhan et Crimée, qui l'entouraient et qui étouffaient la Moscovie qui avait surgi après l'époque mongole. Donc ces États qui étaient issus de la domination mongole, ce qui s'appelle la Horde d'Or, et qui entre-temps s'étaient installés vraiment en faisant un arc de cercle face à la Sibérie. C'était la porte fermée de la Sibérie et de l'Asie centrale, en fait, en tout ça. Eh bien, la Russie, elle a dû commencer à se débarrasser les uns après les autres de ces États. Ça s'est passé ça s'est passé au milieu du XVIe siècle, Ivan le Terrible. Ces États étant devenus musulmans entre-temps, s'étant tous convertis à l'islam. Donc, turcophones, musulmans, qu'on appelait tatars. Bon, les Russes les appelaient des tatars. Autrement dit, à partir d'Ivan le Terrible, à partir de 1552, la Russie a des musulmans dansés parmi ses sujets. Et donc, c'est quelque chose d'important parce que pour une future colonisation des autres zones qui vont constituer ensuite l'Empire russe, ça fait un précédent assez intéressant. Hein. Ça fait que Pierre le Grand fait traduire le Coran en russe, par exemple, en 1719. Il n'y a aucune autre puissance coloniale qui s'amuse à faire ça avant d'aller coloniser des peuples et des territoires musulmans. Donc c'est pour ça que cette histoire est tout à fait singulière et tout à fait passionnante et intéressante. Et en plus de ça, il n'y a pas de mer, d'océan qui sépare la métropole des futures colonies. Et donc aujourd'hui, vous trouvez encore en Russie des gens tout à fait éduqués qui vous disent la Russie n'a jamais colonisé personne, et d'ailleurs même pas l'Asie centrale. Et il y a 2 raisons pour ça. C'est que avant d'arriver jusqu'en Asie centrale, la Russie a dû assimiler un espace énorme qui s'appelle le Kazakhstan aujourd'hui, et qui s'appelait les steppes
enfin que la Russie a appelé à l'époque coloniale, la Russie a créé le gouvernement des steppes. Et donc, ce gouvernement des steppes, il faudra que vous mettiez une carte pour bien que vos téléspectateurs visualisent tout ça. C'est la frontière, la frontière au nord de cet espace, c'est la grande frontière entre la Russie et le Kazakhstan. Cette frontière, elle a été constituée au XVIIIe siècle, dans le premier quart du XVIIIe siècle. Et quand vous traversez la Russie, pour que son influence et sa domination traversent les steppes qui faisaient au maximum 1500 km de longueur, elle a mis 120 ans avant de faire sa ligne de fortification sud, qui allait lui permettre de commencer sa colonisation militaire du sud de la région, qu'elle va appeler le Turkestan russe. Et donc, elle va créer ensuite le gouvernement colonial, le gouvernement du Turkestan russe et le gouvernement des steppes. Déjà, on a déjà quelque chose de très important qui est signifié, c'est qu'au sud, Turkestan, ça veut dire pays des Turcs, et au nord, gouvernement des steppes, ça veut dire que ce monde-là, qui est un monde nomade, qui est vide, qui est le monde du mouvement entre le pâturage d'hiver, le pâturage d'été, etc., la station d'hivernage, le pâturage d'été, etc., pour les Russes, n'a jamais été digne d'histoire. Donc c'est un territoire qui n'a pas de nom. Le gouvernement général des steppes. C'est pour ça que je vous ai parlé de la grande forêt russe, exprès, pour dire le pays de la forêt, des marécages, de la toundra, etc., qui n'a pas de nom. Donc, tout ça pour dire que quand la Russie commence à vraiment s'intéresser à la zone sud, c'est qu'elle s'est libérée donc, de son carcan tatar musulman. Elle va envoyer ses Cosaques en Sibérie pour coloniser la Sibérie. L'Asie centrale, elle commence à laisser descendre, elle essaye de descendre son influence, mais ça prend du temps. Et c'est surtout les souverains des steppes qui demandent de l'aide, qui demandent à devenir des vassaux de la Russie pour être protégés par la Russie. La Russie les protège. C'est à ce titre-là que la Russie dit, nous, on n'a pas colonisé le Kazakhstan. Et les soviétiques disaient absolument la même chose. Le rattachement volontaire des steppes kazakhs à la Russie. Donc, on ne parle pas de colonisation. Ça, c'est pour le Kazakhstan. Par contre, pour la zone au sud, les affaires sérieuses ont commencé à partir de 1847, 1850, 53. Voilà, la Russie aura réussi à créer une ligne de fortification au sud de la steppe et donc au nord de cette zone, et va se lancer dans la prise des villes et des États de la région. Et à cette époque-là, la région est divisée en 3 États ouzbeks, le Khanat de Khiva, l'émirat de Boukhara et le Khanat de Kokand. Donc, ces 3 États de petits États. Le plus grand, c'est Boukhara, qui fait 2 millions et demi d'habitants. C'est un émirat tout simplement parce qu'à la tête de cet État, ce n'est pas un khan, c'est un émir. Donc, on ne va peut-être pas avoir le temps de rentrer dans tous ces détails, mais tout simplement, cet émir n'est pas descendant de Gengis Khan, alors que les autres sont descendants de Gengis Khan. Donc, les autres portent le titre de khan et leur pays est un khanat. À Boukhara, à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a plus de descendants de Gengis Khan et donc on a un émir qui vient diriger le pays, qui trouve une légitimité religieuse et qui devient l'émir de Boukhara. Voilà, donc on a 3 États qui se disputent tout le temps, qui n'arrivent pas à s'entendre. Au sud, on a les Britanniques qui essayent de leur dire « attention, il y a les Russes qui vont arriver, etc. » Rien à faire. On a ce 19e siècle qui est le siècle de ce qu'on appelle le grand jeu, la rivalité entre les Britanniques et l'Empire russe. Et au milieu, les petits États d'Asie centrale, probablement n'ont pas été conquis pour ce qu'ils étaient, mais parce que les Russes avaient l'idée d'expulser les Britanniques d'Inde. Et pour ce faire, ils devaient descendre, prendre Boukhara, prendre toute la zone, prendre l'Afghanistan, faire un grand virage vers l'Inde et mettre les Anglais dehors. Sauf que ça n'a pas pu se passer comme ça et ils se sont arrêtés à l'Afghanistan.
Voilà. Donc, on a quand même une situation coloniale qui s'instaure. Et vous me disiez que vous vouliez parler tout à l'heure d'économie, mais la Russie, à ce moment-là, tombe sur une région où elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui pousse très bien, qui s'appelle le coton, et que c'est le moment où l'approvisionnement de coton que l'Empire russe recevait des États-Unis d'Amérique est suspendu à cause de la guerre de sécession aux États-Unis. Et du coup, cette colonie du Turkestan va devenir une colonie d'exploitation du coton. Les Russes vont pousser les cultivateurs à arrêter de planter du blé et mettre du coton, du coton, du coton, du coton. Voilà. Et petit à petit, quand on va arriver au moment de la guerre civile, comme vous disiez tout à l'heure, et de la révolution de 1917, notre zone au sud sera à 90% ensemencée de coton. Voilà. Donc ça sera devenu une colonie d'exploitation avec des villes russes construites en marge des villes locales. La conquête se fait quand même sur 50 ans, hein, entre 1850, les premières villes qui tombent et les villes locales qui tombent, et le drapeau impérial qui est placé sur un plateau du Pamir en 1900. Donc il se passe 50 ans pour que ça soit achevé. Et c'est une conquête qui a coûté très peu de vies de soldats. Apparemment, ils en ont compté 500 morts, pratiquement tous de maladies, sauf un petit problème avec les Turkmènes une fois, mais sinon, il y avait très peu de combats. Les armées locales n'étaient pas très disposées à se faire tuer pour leurs émirs ou leurs khans. Et donc, ça s'est fait relativement facilement. Et ensuite, le premier gouverneur général, le général von Kaufmann, était absolument obsédé par le djihad et par l'islam quand on le prend de face. Et donc, il a interdit à tout le monde de faire du prosélytisme, de construire des églises. Enfin, il avait une politique très, très respectueuse des autochtones en disant il ne faut pas y toucher, si on y touche, on va se retrouver avec un djihad. Donc, tant qu'il était au pouvoir et ses premiers successeurs, ça ne s'est pas trop mal passé. Par contre, à la fin de la période, des nouveaux arrivants, des nouveaux gouverneurs sont arrivés, ayant complètement oublié ces consignes, et c'est à ce moment-là que va s'enclencher dans les dernières années du 19e siècle à la fois un processus de maturation politique intellectuelle de la part de la petite élite locale, à la fois un processus de mouvement social exacerbé par les paysans qui vont être privés de leurs terres, qui vont être ruinés, etc., qui vont partir sur les grands chemins, etc. La région va être en état de guerre quasi permanente, et donc les autorités russes vont déclarer l'état d'urgence. Et donc, et couvrant le tout, vous avez, comme partout ailleurs, des transformations technologiques majeures qui se mettent sur la zone et qui font que les cultures traditionnelles musulmanes extrêmement conservatrices, extrêmement fermées, vont s'entrechoquer avec la modernité, le chemin de fer, l'éclairage urbain, le télégraphe, la photographie, le cinéma, etc., etc. C'est très important parce que, premièrement, les élites intellectuelles locales vont absorber tout ça et vont se politiser elles-mêmes. Donc, je parle des musulmans turcophones locaux qui habitent à Bukhara, Samarcande, à Tachkent, etc., et qui sont sous l'influence d'ailleurs de leurs professeurs de leurs médressés, qui sont souvent des Tatars de Kazan, etc. Et donc, ces personnalités donc, vont être des passeurs de modernité, et c'est sûrement quelque chose d'essentiel pour préparer à la période suivante, parce que s'il n'y avait pas eu cette période de 1880-1910, où il y a eu, y compris des évolutions intellectuelles incroyables, le réformisme par exemple, qui va toucher tout le monde musulman, hein, pas seulement l'Asie centrale, mais la Turquie, on veut faire tomber le sultan ottoman, la révolution constitutionnelle en Iran, etc. Au Moyen-Orient, partout il y a des réformismes, etc. En Asie centrale c'est pareil.
s'il n'y avait pas eu cette période-là, je me demande comment se serait passée la révolution, comment la révolution bolchevique aurait pu être transplantée en Asie centrale en 1917. C'est déjà qu'il y a eu pas mal de difficultés et qu'il y a eu un mouvement de contestation qui va durer 10 ans, mais s'il n'y avait pas eu cette période précédente, c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument connecter on ne peut pas parler juste comme ça de la période soviétique si on ne dit pas qu'il y a une préparation essentielle durant les dernières décennies de la période suivante, parce qu'en fait, ce sont les mêmes, il y aura une continuité des hommes. Les hommes qui ont eu 20 ans dans les années 90, ils seront des adultes et c'est eux qui vont être confrontés à la révolution et c'est eux qui vont prendre des décisions, qui vont devenir rouges ou blancs. C'est eux qui vont faire la guerre civile ou pas. Vous voyez, donc c'est pour ça que on ne peut pas couper juste en disant politiquement, on change complètement de période et c'est comme si on efface tout avant, on efface tout après. Non, il y a une énorme continuité et à chaque fois, j'ai beaucoup étudié cette situation, le changement de la période précoloniale, coloniale, coloniale soviétique et soviétique post-soviétique. À chaque fois, l'écroulement politique se fait en quelques jours. Et par contre, tout ce qui va derrière, la temporalité n'est pas la même. C'est beaucoup plus long. Et c'est ça qui est passionnant, parce que rien n'est connecté. Il y a des algorithmes différents et c'est tout à fait passionnant. Voilà, je crois que j'ai à peu près planté le décor. Un de mes premiers articles de jeune chercheuse à l'époque, c'était sur la construction du chemin de fer transcaspien de la mer Caspienne jusqu'à Tachkent en 1881. Et c'était surtout comment les populations locales ont reçu l'innovation technologique. Et c'était assez difficile à avoir des informations. Et je n'ai pu avoir des informations que grâce aux voyageurs, en fait, aux journalistes français qui ont été invités en masse, et il y a énormément de sources là-dessus, à l'inauguration des grandes stations de ce chemin de fer. Et qui ont écrit des bouquins, qui sont tous d'ailleurs à la bibliothèque de l'INALCO, à la Bulac, de Nantes à Bukhara, en Asie centrale à la vapeur, etc. Il y a tous ces livres-là qui sont des sources et on vous raconte tout. On vous dit les gens dehors couraient après la locomotive, des cavaliers voulaient se mesurer à la locomotive, d'autres disaient Shaitan Arba, c'est le chariot de Satan, il ne faut pas le prendre, etc. Donc, je connais très bien le sujet sur le chemin de fer et c'est un excellent sujet. Ça a changé toute l'économie de la région parce que ça a évidemment réduit les coûts de transport et réduit les temps de transport. Mais évidemment, ça ne couvrait pas toute la zone, donc ça n'a pas détruit totalement tous les anciens commerces caravaniers qui arrivaient jusqu'à la ligne de chemin de fer. Il y avait toutes les entreprises qui s'installaient, les nouvelles entreprises qui s'installaient à 5 km, 3 km du train. Donc le train était l'alimentation énergétique de toute la zone. C'était avant les tubes. Tout à fait. C'était du charbon et puis ils avaient des grosses difficultés à construire ce chemin de fer parce que il n'y avait pas de ballast. C'est un chemin de fer qui n'est pas sur du ballast, donc les rails ne tiennent pas en fait. Et ce qui fait que comme il y a souvent des dunes qui glissent, le vent qui souffle, etc. Donc ils retrouvent plus, quand ils reviennent travailler le lendemain matin, ils retrouvent plus la voie ferrée, elle est partie. Elle s'est déplacée. C'est assez complexe. Donc je suppose qu'ils ont dû arranger les choses un peu plus maintenant. Mais à l'époque, ils ont construit ça très très rapidement. Et bon, il y a des tas d'histoires. Et les Russes, comme il y avait les colons russes étaient installés justement dans les villes, les gares et le long des voies ferrées, il y avait des villages pour être pas loin de la voie ferrée. L'administration coloniale faisait passer un train école, une bibliothèque, un wagon bibliothèque et un wagon église avec un pop tous les dimanches pour faire le service religieux de toutes les stations, de toute la voie, comme ça, pour entretenir
la foi au milieu de tout ce monde musulman tout autour. Donc, c'était Et à part ça, il n'y a pas eu de colonisation, ils vous disent. Non, ils sont quand même... ils ont le moral, hein, de dire des choses comme ça. C'est assez étrange. Par contre, tout le monde est, comme je vous disais, obnubilé par la décolonisation. Alors, il n'y a pas eu de colonisation, mais il faut décoloniser les études. Donc, c'est assez complexe, hein, ce qu'on a à faire en ce moment. Voilà. Donc, les Basmatchs sont des... C'est pas que ce soit des brigands, mais ce sont des recrues, des recrutés par des Kourbachi, qui sont des chefs de guerre. Ça ressemble un peu à ce qu'on a aujourd'hui, des factions, des milices privées, si vous voulez, mais anti-soviétiques. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont être rassemblés. Alors tout à l'heure, quand je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, les paysans qui perdaient leurs terres à la fin du 19e siècle, qui partaient sur les grands chemins, eh bien, parmi les brigands qui vont être recrutés, il y a ces paysans-là qui sont recrutés par des chefs locaux qui sont parfois des chefs religieux qui appellent au djihad, etc. En fait, l'idée est de toute façon de se battre contre l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée du soviet de Tachkent qui va arriver au moment de la Révolution, après 1917, et qui va... Alors, juste pour comprendre pourquoi ce mouvement surgit, d'abord, la Révolution de 1917, c'est un phénomène, c'est un événement qui se passe en Russie et qui arrive en Asie centrale, au Turkestan, qui est annoncé par le télégraphe. Il y avait quelques bolcheviks qui vivaient là et qui faisaient un peu d'agitation. Il y avait quelques médecins militaires qui étaient des médecins progressistes et qui se sentaient, qui disaient non, il faut soigner tout. Quand on avait des épidémies, il y avait des épidémies de choléra, il faut soigner tout le monde et non pas que les Russes, etc. Donc il y avait une petite, voilà, une petite possibilité d'implanter la révolution et pour finir, il y avait des ouvriers donc qui faisaient quelques grèves dans les chantiers de chemin de fer et dans les mines de charbon parce que précisément l'Empire russe envoyait ses indésirables politiques, son extrême gauche, ses ennemis qui avaient fait des attentats, ces terroristes, etc., les envoyaient casser des... Enfin, il n'y avait pas tellement de cailloux, mais travailler sur les chantiers en Asie centrale. Et évidemment, du coup, ces gens-là ont semé un petit peu des graines de révolutionnaires, on va dire, pour faire simple. Mais n'empêche que la révolution est quand même arrivée de l'extérieur. Simplement, la révolution, avec des thèses donc professées à ce moment-là par les bolcheviks, donc je fais abstraction du gouvernement provisoire qui dure 8 mois et on passe directement à la révolution d'octobre 1917 avec Lénine au pouvoir et Lénine avec ses thèses, ses fameuses thèses d'avril, l'autodétermination des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Ça résonnait effectivement dans une petite partie des intellectuels locaux qui étaient passés, qui avaient fait leur mutation, étaient passés comment dire, de la sensibilité réformiste, le besoin de réforme, à l'idée de révolution. Voilà, donc ils avaient fait leur chemin et étaient passés donc d'idées très grandioses de la fin du 19e siècle, le panturquisme, le panislamisme, l'union de tous les Turcs, l'union de tous les musulmans, etc., étaient passés plutôt à une idée de il faut se défendre là où on est et obtenir les mêmes droits que les Russes, mais donc il faut faire la révolution, etc., etc. Et c'est dans ce contexte-là que si vous voulez, le gouvernement local, qui était un gouvernement colonial, a tout de suite senti qu'il fallait, disons que les Russes qui étaient là
ont senti qu'il fallait qu'ils se mettent du côté de la révolution, sinon ils perdaient tout. Donc, y compris d'ailleurs le dernier gouverneur général, le gouverneur qui s'appelait Kuropatkin, il a tourné sa veste en disant vive la révolution bolchevique, mais il s'est fait arrêter quand même parce que bon, on a dit faut pas exagérer, on croit pas, on te croit pas, bon, voilà. Mais donc ils ont compris que il y avait l'idée de pas perdre la colonie, pas perdre ce pouvoir-là, donc il fallait dire vive le soviet, vive, on va faire un soviet, etc. Et donc ils ont fait effectivement une organisation à Tachkent qui s'appelait un soviet, et comme par hasard, ils n'y ont mis que des Russes. Il n'y avait 0 musulman là-dedans. Du coup, donc pour vous faire simple, si vous voulez, les intellectuels musulmans qui étaient donc sur place et qui se posaient la question qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on appuie cette nouvelle révolution, on prend ce train de la révolution ou pas, effectivement, ils ont posé beaucoup de questions, ils ont écrit beaucoup d'articles dans les journaux parce que c'est aussi un moment de l'innovation technologique du journal qui se répand et qui permet de toucher des quantités de personnes très rapidement. Et c'est dans cette perspective-là que donc ils entendent les thèses de Lénine. Il y en a qui vont adhérer au Parti communiste russe en disant ben voilà, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça nous va très bien. Et c'est dans cette perspective. Et par contre, il y a des musulmans qui vont s'organiser tout seuls. Donc je vais finir avec cet élément-là. Et effectivement, en novembre 1918, dans la ville de Kokand, qui était l'ancienne capitale du Khanat de Kokand, il y a ce qu'on appelle l'autonomie de Kokand qui va être proclamée, qui ne va pas durer longtemps, qui va durer quelques mois, qui va prendre des ministres locaux, etc., et ensuite qui va demander à l'émir de Boukhara, qui est encore en place, qui est encore, il y a un protectorat, les Russes ont créé un protectorat à Boukhara et à Khiva, il y a encore un émir, mais l'émir ne veut pas aider Kokand, ne veut pas donner d'argent, ne veut pas donner son armée, donc c'est une structure musulmane qui n'a aucune possibilité de construire quelque chose de durable et qui en plus va être prise d'assaut par l'armée rouge de Tachkent. C'est-à-dire en fait le reste de l'armée impériale qui était stationnée à Tachkent et qui au moment de la révolution déclare que c'est nous l'armée rouge. Bon voilà. Donc l'armée rouge vient attaquer Kokand, bombarde Kokand, détruit l'autonomie de Kokand, et quand l'autonomie de Kokand est détruite, ceux qui étaient là et qui voulaient se battre en tant que musulmans prennent le maquis, et c'est eux les basmachis. C'est eux, plus des chefs autour, plus de la piétaille qui était là, qui n'avait rien à faire, qui était un petit peu sans emploi, sans domicile fixe, et qui se sont enrôlés dans ces bandes qui faisaient parfois jusqu'à 200 personnes et qui ont réussi à causer des grands dommages à l'armée rouge et aux autorités. C'était pas encore les soviétiques parce que l'URSS est proclamée en 1922, mais qui font des grands dommages aux soviets de Tachkent parce que c'est une rébellion qui dure 10 ans. Ça fait 10, au début d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant. Vous savez, ces régions d'Asie centrale et d'Afghanistan, on fait la guerre au printemps et en été, et en hiver, on rentre à la maison. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les basmachis en hiver? Eh ben, ils se rendaient. Et ça s'est fait plusieurs fois, c'était très, très amusant. Ils se rendaient à la garnison russe du coin. Donc, ils passaient l'hiver au chaud, ils mangeaient, voilà, ils écoutaient tous les secrets sur les opérations futures. Et puis, au moment de partir, ils passaient par l'armurerie, prenaient toutes les armes, ils les piquaient et puis ils s'enfuyaient. Et bon, ça a duré quelques temps jusqu'au moment où finalement ils ont plus trop pu faire ça. Mais enfin bon, c'était très très compliqué pour les Russes de se battre contre eux parce qu'ils avaient le terrain pour eux. Dès qu'ils rentraient dans un village, ils disparaissaient complètement. La population les protégeait. Enfin, ces basmachis, ça a duré 10 ans, d'autant que beaucoup allaient se réfugier de l'autre côté dans l'Afghanistan actuel. Donc ils revenaient, ils repartaient. Enfin bon, ça a posé beaucoup de problèmes. Et donc, c'est vrai qu'il bon, s'il y avait eu les armes qui étaient prévues, qui devaient être apportées par les Anglais,
et qu'ils ne les ont pas livrés. Bon, voilà, ils auraient pu peut-être avoir un peu plus de réussite, mais c'est vrai que du coup, l'instauration de l'URSS en Asie centrale, c'est vraiment une histoire particulière. C'est pas tout à fait, c'est pas la même chronologie qu'en Russie du tout, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, même en prenant l'Asie centrale au sens large, vous n'avez pas exactement la même chronologie dans les steppes que dans les zones des oasis de la route de la soie en bas, donc ce qui va devenir l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan. C'est vraiment deux histoires vraiment différentes. Donc voilà. Et dernière chose, avant de parler de Sultan Galief, et dernière chose, étant donné que l'Asie centrale, comme je vous l'ai dit à la période précédente, était devenue une colonie d'exploitation du coton, eh bien, normalement, donc il y avait eu entre-temps une voie ferrée qui avait été construite depuis Tachkent jusqu'à la Russie, jusqu'à Orenbourg, et c'était la voie ferrée qui amenait les céréales, qui amenait le pain à la population. Or, à partir de la guerre, du moment de l'éclatement de la guerre civile, il se trouve que cette guerre civile qui met aux prises l'armée rouge contre l'armée blanche, contre les Cosaques, contre l'armée impériale qui ne voulait pas accepter le nouveau pouvoir, eh bien, il y a une énorme ligne de front qui passe au milieu de la steppe kazakh. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, le train est interrompue, la circulation est interrompue, donc il n'y a plus de livraison de grains, donc il y a une famine terrible qui se développe à partir de 1917, 18, 19, 20, 21, donc c'est catastrophique, vraiment l'armée rouge va réquisitionner les vaches chez les paysans, les gens essayent les Russes vont dans les marchés chez des marchands pour piller pour réquisitionner leur stock. Enfin bon, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et donc, on a cette situation qui dure jusqu'à la fin de la guerre civile. Et donc, pendant ce temps-là, et donc ça c'est ce qui se passe sur le terrain. Et pendant ce temps-là, au centre, donc proche de Lénine et de Staline, parce qu'il y a déjà Staline dans l'histoire, car Staline, à ce moment-là, est commissaire aux nationalités. Donc, il est en quelque sorte le ministre des différentes nationalités de l'espace post-impérial. Donc, il va être très intéressé au début quand on va lui présenter un communiste tatar, musulman, donc par définition, mais qui est complètement enthousiasmé au début par la révolution bolchevique et qui se met au service, qui entre au Parti communiste bolchevique et qui devient le bras droit de Staline. Sauf que cette histoire de Sultan Galief, qui d'ailleurs a été complètement ensuite oubliée par l'historiographie soviétique, c'est un des derniers qui sera réhabilité et encore aujourd'hui, personne n'en parle. C'est en France qu'on en parle, c'est parce qu'on a eu un éminent, qui était mon cher professeur, Alexandre Bennigsen, qui s'est passionné pour ce personnage et qui a fait une émission mémorable sur France Culture dans la série Les Inconnus de l'Histoire. C'est dire s'il était inconnu, Mir Saïd Sultan Galief. Et Mir Saïd Sultan Galief, d'après Bennigsen, c'est le père de la révolution tiers-mondiste. Parce qu'au début, il est tout à fait communiste, bolchevique, etc. Mais assez rapidement, il comprend que toute la théorie bolchevique qui dit que en fait la révolution doit être menée en Europe, que c'est le prolétariat occidental, européen, anglais, français, etc., qui doit être réveillé, qui doit passer à la révolution. Lui, il dit pas du tout, pas du tout. L'avenir de la révolution, c'est l'Orient, c'est l'Asie, parce que dans ces pays-là, il y a une double contrainte. Il faut décoloniser, il faut déjà découpler le paysan local qui est ouzbek, tadjik, etc. Il est dominé par le paysan russe. Donc, il faut faire une double révolution.
Sauf que il a commencé à avoir ces thèses-là. Il a commencé à être arrêté une première fois en 1924. Il a eu un procès. Après, on lui a dit d'arrêter de dire des choses comme ça, mais après, ça a été très loin. Il a dit il faut qu'il y ait un parti communiste musulman, il faut qu'il y ait une armée rouge musulmane. Et puis, en plus de ça, il ne faut pas que... il était tout à fait sincère. Il n'était pas particulièrement... Il n'était pas pratiquant, mais il disait si vous mettez de front contre l'islam, vous n'allez récolter que des djihad, en fait, en réalité. Vous allez... donc, il donnait un exemple très simple. Si vous allez dans des villages partout, ou des villes, dans des mosquées, etc., et que vous piétinez le Coran, vous allez avoir encore plus de gens contre vous. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir faire adhérer les populations au socialisme. Donc il avait cette théorie extrêmement diversifiée, extrêmement raisonnable, et c'est d'ailleurs pour ça que entre, disons, les premières lois qui vont être prises contre directement la religion musulmane, il y a quelques années qui se passent, pas directement au début de la révolution bolchevique, et c'est la marque de l'influence de Sultan Galiev jusqu'à son premier procès 1924, puis deuxième procès 1928, où là, par contre, il est envoyé dans le goulag, et là on perd sa trace, et on ne sait même pas exactement comment il est mort, quand il est mort, en 1940 ou pas, ou avant, etc. Par contre, ces thèses ont terriblement eu du succès, ont énormément circulé, ont probablement influencé les Algériens du FLN, des Indonésiens, des Indiens, etc. Donc le tiers-mondisme, ça vient quelque part de ces graines qui ont été plantées par lui. Donc c'est typiquement le personnage clé qui n'a pas eu le succès sur place, sauf que quelque part, il a planté des petites graines, même probablement dans les pays comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, où il y a eu comme ça probablement une interprétation intéressante de la partie de ce qu'on pouvait faire en URSS. Donc là, après, ça, on passe dans un autre débat, une autre dimension. Et je pense qu'il y a des restes de cette pensée de Sultan Galiev qui prônait donc la double libération, coloniale, quoi. Ben, c'est pas, oui, ça explique aussi pourquoi ils se sont rebellés en 1916 quand le tsar les a appelés au front pour la Première Guerre mondiale, mais même pas au front, mais pour construire des tranchées. Il a fait une levée massive de tous les hommes du Turkestan, sauf que s'il leur avait donné des fusils, tout le monde serait allé à la guerre, mais il leur a donné des pelles et des pioches, et donc il les a totalement blessés. Il y a eu énormément de révoltes, ça a été quelque chose de terrible. Alors, c'est difficile de se remettre à cette époque, effectivement. Alors, toujours petit préambule, cette époque, elle a été précédée par au moins 2 décennies de réformisme. Et parmi les réformistes, il y avait des femmes intellectuelles qui étaient les épouses des penseurs, etc., et qui avaient déjà créé des écoles pour filles au Turkestan. Donc, sur le modèle de ce qui se faisait à Kazan, en Crimée, etc., parce qu'il y avait des personnalités charismatiques qui ont monté comme ça des projets d'éducation des garçons, des filles, etc., des femmes donc à l'école. Et donc, il y avait même des journaux féministes musulmans avant l'Union soviétique. Donc, c'est important parce qu'il ne faut pas non plus attribuer à une seule idéologie, à un seul pouvoir, toute cette information. Je pense que l'URSS proclamée, donc l'Union des républiques socialistes soviétiques proclamée en 1922, a voulu utiliser comme levier révolutionnaire, a bien senti le pouvoir des femmes, c'est sûr. Elles étaient dans les zones sédentaires, cloîtrées à la maison quand elles étaient riches, sinon elles travaillaient dans les champs de coton quand elles étaient pauvres.
Et sinon, les nomades, eh ben, elles étaient dehors et travaillaient comme la moitié enfin, faisaient la moitié du travail comme, comme il se doit dans des économies difficiles que sont les économies pastorales en zone de, voilà, de tension du territoire où il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Enfin bon, on peut pas se priver comme ça du travail des femmes. Les soviétiques aussi n'ont pas voulu se priver de la moitié de la population. Il fallait construire le socialisme, il fallait donc sortir les femmes de leur situation cloîtrée, mariées de force, mariées à 15 ans, etc. Donc il y a eu toute une série de lois soviétiques, de sociales qui ont été plus ou moins suivies, mais enfin grosso modo, augmentation de l'âge du mariage, interdiction du paiement de la dot, mais ça n'a jamais fonctionné. Enfin, donc là, on commence à voir dans les pratiques les gens qui vont faire le tri. Ils vont faire du tri sélectif. Ils vont prendre ce qu'il y a de bien pour eux et ils vont laisser ce qui ne leur plaît pas tout en disant qu'ils le font. Donc, ils sont extrêmement pragmatiques et résilients. Et en même temps, il y a une forme de schizophrénie, mais ça, c'est pas, je le dis gentiment, c'est pas du tout un jugement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont tout à fait capables d'être à la fois chefs du parti communiste de leur région et en même temps aller faire mollah le soir dans leur bar d'immeuble. Et ils ne voient pas de contradiction. Et donc, voilà. Et ils peuvent, et donc, il y a toutes ces républiques vont évoluer. Et ce qui est amusant, c'est une fois qu'elles vont être créées à partir de 1924, entre 1924 et 36, en 1936, on a les républiques telles qu'elles sont à peu près rentrées aujourd'hui à l'ONU, hein, en 91. Donc, on a cinq républiques différentes, mais qui vont évoluer un peu de la même façon et où la problématique des femmes sera à peu près identique. Donc, que ce soit en zone nomade qu'en zone sédentaire. C'est-à-dire les femmes vont aller à l'école, vont devenir majoritaires dans l'agriculture, puis petit à petit dans l'éducation et dans la médecine, dans la santé, etc., etc. Et quand les hommes vont partir à la guerre, elles vont devenir majoritaires partout. C'est-à-dire que c'est elles qui vont tout faire, la construction, elles vont pêcher, elles vont... voilà. Donc, la femme va être absolument centrale. C'est d'ailleurs ce que je disais à mes collègues il y a pas longtemps, en discutant à propos de collègues qui sont sur les études de genre. J'ai absolument rien contre les études de genre, mais moi, je ne fais pas de distinction entre les hommes et les femmes, si ce n'est que il faut contextualiser les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes. Et puis après, il faut raconter que chacun a un destin particulier, mais comment dire, qui relève de la même science, à mon avis. C'est l'histoire, c'est la sociologie, c'est de l'anthropologie, c'est de l'économie, c'est tout ce qu'on veut, mais bon, je les vois pas spécifiquement à part. Ça, c'est une parenthèse. Donc, ce qui se passe, c'est que pour mettre les femmes au travail, il faut qu'elles sortent de la maison. Donc, il faut les déclaustrer, on va dire. Ça, le Hujum arrive là. Et comme elles sont à l'extérieur de chez elles, sous ce qu'on appelle une paranja, donc c'est un voile de tête comme ça, complet jusqu'aux pieds. Et ensuite, pour cacher le visage, vous avez une espèce de rectangle en crin de cheval noir qui permet à la femme de voir à travers les mailles et au monde extérieur de ne pas les voir. Bon, on ne peut pas aller très, très facilement travailler dans une entreprise ou marcher, etc., quand on est dans cette situation-là. Donc, il y avait la nécessité de dévoiler les femmes. Donc, de faire au moins enlever, que leur visage soit visible. Et ça c'est la fameuse campagne du Hujum, qui veut dire libération, qui démarre en 1927, qui donne lieu à des séances sur la place publique où des centaines de femmes brûlent leur voile ensemble, tout ceci filmé par les actualités, et donc ça fait beaucoup de bruit, donc etc. Ça, c'est le côté un peu glamour de la chose en quelque sorte, et de l'autre côté, elles rentrent à la maison et elles se font assassiner, punir, mettre dans une niche comme un chien, etc., bon, par leur mari, leur père, leur frère, etc.
Bon, donc ça ne s'est pas passé si facilement que ça, pas du tout. Bon, mais donc c'est documenté, il y a des tas de photos, puis évidemment il y a des films, il y a une filmographie, les soviétiques en ont fait une sorte de martyrologie de ces femmes-là. Donc, mais bon, au final, elles ont fini par obtenir leur accès au monde extérieur, même si chez elles, ça ne veut rien dire, hein, parce que les maisons traditionnelles sont quand même séparées en deux parties, la partie des hommes où on reçoit les étrangers et la partie des femmes où personne ne rentre. Donc ça reste comme ça. Et la yourte, c'est pareil, le côté droit de la yourte, le côté gauche de la yourte. Bon. Donc, mais à l'extérieur, bon, les femmes peuvent aller travailler dans des entreprises, dans des usines, dans des fabriques, dans des yourtes rouges, où elles vont faire de la broderie ensemble, elles vont tisser des tapis ensemble. Voilà, elles vont participer à la construction du paradis sur Terre, le paradis socialiste. Et pendant ce temps-là, les autorités religieuses, une fois qu'on aura passé les grandes purges staliniennes et que la situation se sera un peu stabilisée à partir des années 60 sous Brejnev, eh bien, les autorités religieuses diront, bah, écoutez, il n'y a pas d'antagonisme entre le fait de travailler pour le socialisme de votre vivant, tout en travaillant pour votre futur, quand vous serez mort, le paradis de l'islam ne vous est pas fermé. Et ça, c'est très important pour comprendre aussi comment l'URSS a fonctionné. Et ça, c'est Staline qui est le maître de... C'est grâce à Staline, c'est pour ça que Staline n'est pas du tout détesté, ni en Asie centrale, ni au Caucase, ni nulle part. C'est parce qu'en fait, il y a deux Staline. Il y a le Staline d'avant la Deuxième Guerre mondiale qui était dans sa répression, qui tuait tous les mollahs, les soufis, les popes orthodoxes, enfin tout le monde, y compris les membres du Parti communiste les plus croyants dans le communisme, donc tout le monde, y compris ses généraux, y compris. Donc tout ça, c'est le premier Staline. Et puis le deuxième, à partir de 1941, c'est le Staline plus pragmatique qui comprend qu'il n'a pas assez de soldats pour se battre dans les rangs de la Deuxième Guerre mondiale face aux armées hitlériennes et qui donc fait des concessions religieuses aussi bien aux orthodoxes qu'aux musulmans et reconnaît l'islam, reconnaît l'islamité de la société, des sociétés caucasiennes, centra-asiatiques, etc., tatars de Kazan, etc. Et là, à partir de là, il n'est plus le tyran qui doit être assassiné. Et donc, à partir de là, si vous voulez, l'URSS devient un pays où il peut y avoir des musulmans. On peut être musulman tout en étant socialiste ou même communiste, ou en tout cas participant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de membres de ce parti d'élite qui avait beaucoup de privilèges. Donc, il y avait 4 ou 5% de la population seulement qui était dans ce parti. Mais tout le reste des gens, donc, peuvent vivre dans cet environnement, aussi bien les hommes que les femmes, sachant que ils ne vivent pas dans le péché absolu qu'est le fait de vivre dans un état athée. Pour l'islam, c'est un péché mortel que de vivre dans l'athéisme. Donc, à partir du moment où Staline reconnaît qu'il y a l'islam qui existe, il y a l'orthodoxie, etc. Donc, c'est très, très important parce que c'est ce qui permet de comprendre qu'à partir de ce moment-là, pour les hommes et les femmes d'Asie centrale, et du Caucase aussi, de toutes ces sociétés traditionnelles, mais qui en même temps profitent d'une certaine modernité, ont leurs enfants qui peuvent être des ingénieurs, des médecins, etc. Mais ils sont en même temps très, très traditionnels, c'est l'endroit où on divorce le moins, c'est l'endroit où l'autorité des aînés est essentielle, la communauté, etc., etc. L'URSS a mis une chape de protection sur cet islam et l'a figé, l'a conservé avec très très peu de modifications. Il y a eu un petit peu quand même de modifications, un tout petit peu. Chaque année, à partir de Brejnev, il y a 20-25 grandes personnalités musulmanes qui ont le droit d'aller à la Mecque et qui reviennent. Donc, ils partent à la Mecque, ils reviennent. Et quand ils reviennent avec les idées qui circulent à la Mecque. Et ils réintroduisent en URSS les idées qui circulent à la Mecque. Donc, ça fait des petites
des petites vagues de salafisme, de fondamentalisme, de frères musulmans, de choses comme ça qui vont rentrer insidieusement dans dans un, euh, dans un contexte général extrêmement conservateur. Conservateur car conservé, à l'abri. Vous avez une Oumma soviétique qui est décontaminée du monde extérieur. Vous voyez ce que je vous dis, sauf quelques petits éléments. Petits éléments qui rentrent comme ça, mais voilà. Par contre, au moment de la perestroïka, la chape se lève, et au moment de l'indépendance, alors là, voilà, c'est le monde extérieur qui dévale en Asie centrale. C'est les Pakistanais, les Turcs, l'Arabie Saoudite, tout le monde arrive en disant l'islam c'est nous, le vrai islam c'est nous, vous êtes des mécréants, c'est tout ce que vous êtes. Et à ce moment-là, il y a un éclatement extraordinaire de la société en divers mouvements, mouvances, chacun va décider, je me revoile, oui, ça y est, je ne bois plus d'alcool, les enfants vont arrêter de boire l'alcool, leurs parents vont continuer à boire, papa t'arrête de boire, donc l'autorité parentale c'est quoi? L'autorité des grands-parents c'est quoi? Enfin, c'est le bazar qui va commencer à partir de 91. On peut dire les choses comme ça. Il y a des choses tout à fait étonnantes qui vont se passer. Mon cher professeur Alexandre Bédixen, qui était en fait un émigré, ses parents avaient quitté l'Empire russe pour se réfugier en France, donc c'était des Russes blancs, disons, et il n'était jamais retourné en URSS, il ne connaissait pas l'URSS, mais c'est lui qui a beaucoup théorisé sur le soufisme, il a écrit le Soufi et le commissaire, l'islam en Union soviétique, etc. Donc, et puis pendant un temps, quand j'étais jeune étudiante, j'ai un peu été ses yeux, parce qu'il m'envoyait, il me disait, il faut regarder là, il faut regarder à tel endroit, à telle heure. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, comme il était capable de se projeter. Et, malheureusement, il n'a pas vu la fin, il n'a pas vu le début de l'histoire, mais lui, il était tellement dans son idéologie donc de rejet, pour lui, le démon absolu, c'était l'URSS, mais sans distinction. Il voyait même plus qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui subissaient ça aussi. Hein. Donc, il disait, les directions spirituelles, les grands mouftis qui sont nommés dans la direction spirituelle, le KGB leur donne une Volga noire, une voiture de service, ils sont complètement vendus au pouvoir soviétique. Et effectivement, ils allaient dans des conférences, organiser des conférences contre Israël, pour la paix, à Tachkent. Enfin, donc, ils étaient très, très, très proactifs. Ils faisaient ils montraient au monde extérieur, notamment au monde musulman, que l'Ouzbékistan, c'était la vitrine du socialisme, etc., etc. Ils faisaient le job, mais en même temps, et c'était mon travail de maîtrise, de lire la documentation officielle, c'est-à-dire la propagande qui sortait de leurs journaux, de leur revue de propagande, qui est d'ailleurs chez nous à la bibliothèque en accès, voilà, on peut lire tous ces journaux qui sont d'ailleurs en français, qui s'appellent Les musulmans de l'Union soviétique. C'est un journal, une revue de propagande des directions spirituelles. Mais quand on lit entre les lignes de ce qui est écrit, on comprend qu'en fait, ils ont sauvé l'islamité soviétique, de la société soviétique, parce qu'ils ont apaisé les croyants en disant, vous faites le minimum, mais c'est l'intention qui compte. Vous ne pouvez pas faire le ramadan 30 jours. Ils ont édicté des fétois, mais maintenant, bon, je ne savais pas à l'époque, mais on l'a su après, au moment de l'indépendance, on a vu toutes ces fétois qui avaient été édictés. Vous faites le ramadan le premier jour et le dernier jour, ça vous compte un ramadan entier, parce que c'est l'intention qui compte. Donc, ils ont supprimé ce qui était le pire pour un croyant, c'est-à-dire l'anxiété du croyant vivant dans un gouvernement qui est ce que je vous disais tout à l'heure, athée. Et c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont dit, vous pouvez être tout à fait citoyen soviétique dans votre vie terrestre et aller au paradis de l'islam après. Aucun problème. Donc, voilà. Et il y a eu, donc les soviétiques s'en sont rendus compte quand même, les dirigeants. Dans les années 80, on fait des enquêtes sociologiques
où il pensait que la religiosité s'était éteinte avec le temps et qu'avec l'éducation, ben voilà, tout le monde est athée, quoi. Et là, ils se sont bien rendus compte que c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Les gens, il y avait peut-être même pas 1% des gens d'Asie centrale qui se faisaient enterrer sans prière. Donc, c'était pas extraordinaire comme résultat. Et donc, ils avaient fait une campagne d'affiches pour se moquer des gens d'Asie centrale et en disant, voilà, c'est l'ubiquité, ils disent pas ce qu'ils pensent pas ce qu'ils disent, regardez. Et donc, il y avait une photo absolument délicieuse où on voyait un mollah qui terminait sa prière et à côté, il y avait un croyant qui avait mis son manteau traditionnel ouzbek à rayures et dessous, on voyait son costume cravate occidental. Donc, on voyait bien que c'était un fonctionnaire. Et le mollah lui dit, mon fils, tu oublies ta conférence anti-islamique. Voilà. Et à côté de ça, il y avait une autre une autre affiche où on voyait un religieux, là c'est dans une église, c'était un pope qui priait, mon Dieu, faites venir un militant anti-religieux parce qu'il n'y a pas assez de monde dans notre église. Donc quand ils viennent, tout le monde se précipite par réaction, quoi. Donc je veux dire, c'est ça l'URSS, et il faut accepter que cette diversité, toute cette panoplie de pensées qui a ressurgi au moment de la perestroïka et qui a fait la suite qu'on connaît aujourd'hui, voilà, c'est le contraire des idées extrêmement grises et tout le monde pense pareil.